Bienvenue pour notre discussion sur l'amibiase. C'est une infection parasitaire dont on entend parler, mais bon, on la connaît pas forcément très bien. Oui, c'est vrai. Elle est causée par un tout petit organisme, Entamoeba histolytica. Et on la trouve un peu partout dans le monde. Notre source aujourd'hui, c'est un document assez précis, Amibes et amoébose, épidémiologie et morphologie. On va essayer de décortiquer un peu ce parasite et la maladie qu'il provoque. Tout à fait. Et d'emblée, il faut savoir qu'il y a en gros deux formes principales. On a l'amibiase intestinale, où le parasite reste dans l'intestin, Mhm. et puis une forme plus sérieuse, l'amibiase tissulaire. Là, le parasite s'échappe, il peut envahir d'autres organes. Le foie, c'est souvent le cas. Ah oui, le foie. D'ailleurs, l'OMS, dès 1969, elle définissait l'amibiase simplement comme le fait d'héberger Entamoeba histolytica, avec ou sans symptômes, hein. Intéressant ça, le porteur sain. On y reviendra peut-être. Mais d'abord, ce parasite, Entamoeba histolytica, qui est-il exactement? C'est une amibe, donc une cellule unique. C'est ça, un protozoaire, plus précisément. Et ce qui le rend vraiment problématique, c'est qu'il est pathogène. Il peut nous rendre malades. Et qu'est-ce qui fait qu'il est pathogène, justement? Une caractéristique clé, c'est qu'Entamoeba histolytica est hématophage. Hématophage, c'est-à-dire il mange du sang, nos globules rouges. Exactement. C'est cette capacité à se nourrir de nos propres cellules sanguines qui est liée à son agressivité, à sa capacité à abîmer la paroi de l'intestin et potentiellement à envahir les tissus. D'accord. Le document cite d'ailleurs d'autres amibes qu'on trouve dans l'intestin comme Entamoeba dispar. Elle lui ressemble énormément au microscope. Ah oui. Mhm. Mais la grosse différence, c'est que dispar, elle, n'est pas hématophage. On la considère donc comme non pathogène. Donc c'est vraiment cette histoire de manger les globules rouges qui fait toute la différence. C'est assez parlant. Le document dit aussi qu'elles ont deux formes de vie. Oui, et ça c'est fondamental pour comprendre comment le parasite fonctionne et se transmet. Il y a la forme végétative qu'on appelle le trophozoïte, c'est la forme active, mobile, Celle qui bouge, qui mange. voilà. C'est elle qui se nourrit, se multiplie dans notre intestin. Et puis il y a l'autre forme, le kyste. Lui, il est immobile, super résistant grâce à une coque épaisse. C'est la forme de survie à l'extérieur et c'est elle qui nous contamine. Mais c'est une cellule qui bouge assez vite, de manière dirigée, avec des sortes de bras, les pseudopodes. Elle vit dans le côlon, elle mange des bactéries, des débris et surtout, si elle devient invasive, nos globules rouges. Et elle se multiplie tout simplement en se divisant en deux. Et son sosier, eux, dispare. Le trophozoïte ressemble à quoi? Morphologiquement, il est quasi identique. Souvent un peu plus petit, peut-être un peu moins mobile, mais la différence cruciale, je le redis, c'est qu'il ne mange pas de globules rouges. On le trouve chez les porteurs sains, justement. D'accord, donc difficile de les distinguer juste en regardant, sauf si on voit des globules rouges dedans. Et le kyste alors, la forme qui nous infecte? Alors là, c'est encore plus compliqué. Les kystes de E. histolytica et de dispar sont morphologiquement indiscernables. Ah bon? Oui, ce sont des petites billes, rondes, d'environ 12-15 micromètres, immobiles, avec cette fameuse paroi bien épaisse. Quand ils sont mûrs, prêts à infecter, ils contiennent 4 noyaux. C'est vraiment la forme de résistance très solide dans l'environnement. Et si cette forme est si résistante, comment on l'attrape finalement? L'infection se fait par la bouche. Il faut avaler ces kystes mûrs. C'est ce qu'on appelle la transmission fécale-orale. Ça renvoie à la notion de péril fécal, en fait. Péril fécal. Concrètement, ça veut dire quoi? Manque d'hygiène? Principalement oui. Les sources classiques, c'est l'eau de boisson qui est contaminée par des matières fécales humaines. Ou alors des aliments crus. Typiquement les fruits, les légumes, qui sont souillés et qu'on n'a pas bien lavés. Et les mains sales, j'imagine. Bien sûr, les mains sales portées à la bouche, c'est un vecteur majeur. Le document mentionne aussi un rôle possible pour les mouches, les cafards. Ils peuvent transporter mécaniquement les kystes depuis des excréments jusqu'à notre nourriture. C'est assez clair, oui. Donc, si on résume, l'amibiase, c'est Entamoeba histolytica, l'amibe qui peut manger nos globules rouges. Elle a une forme active dans l'intestin, le trophozoïte, et une forme kystique résistante pour la transmission. C'est ça. Et il ne faut pas la confondre avec E. dispar, qui lui ressemble mais qui est, elle, inoffensive. Et l'infection se fait en avalant les kystes, souvent à cause d'une hygiène insuffisante. Voilà une bonne synthèse. Et tout ça, ça met vraiment en lumière l'importance cruciale de l'hygiène de base, hein. Se laver les mains,
bien laver les crudités, avoir accès à de l'eau potable. Des gestes simples, mais fondamentaux. Tout à fait. Bon. Et pour finir, peut-être une question qui reste un peu en suspens. On a parlé des porteurs sains, ceux qui ont histolytica mais qui ne sont pas malades. Oui, et ça ouvre une question vraiment intéressante qui va au-delà de la simple description qu'on vient de faire. Puisqu'on sait que cette amibe, potentiellement dangereuse, peut cohabiter avec nous sans problème apparent. Mhm. La question, c'est qu'est-ce qui fait basculer? Quels sont les facteurs chez nous, chez le parasite lui-même, ou peut-être dans l'environnement de notre intestin, qui déclenchent le passage de cette simple présence à une maladie invasive, symptomatique, chez certaines personnes et pas d'autres? Ça, c'est encore un sujet de recherche très actif. Celui de l'amibiase. Oui, bonjour. On s'appuie sur une source académique, un document pour des étudiants en pharma, qui détaille le cycle et les pathologies de... Entamoeba histolytica. C'est ça. L'idée, c'est de comprendre comment ce même parasite, il peut juste cohabiter tranquillement dans notre intestin. Mhm. Ou alors devenir un vrai problème, un agresseur. Cette dualité, c'est assez fou, non? Tout à fait. C'est même le cœur du sujet. Bon, alors décortiquons ça ensemble. Allons-y. Le document, dès le début, il parle de 2 cycles, 2 chemins possibles pour l'amibe. Le cycle non pathogène, celui des porteurs sains, Voilà. et le cycle pathogène, celui qui rend malade. Comment ça s'explique ça? Un même microbe, 2 comportements. Alors, c'est une distinction vraiment clé, en fait. Pendant longtemps, on a un peu tout mélangé sous le nom Entamoeba histolytica dispar. Ah oui, tabersel. Oui, mais Entamoeba dispar, c'est une espèce bien distincte. Elle ressemble beaucoup au microscope, mais elle est incapable d'envahir les tissus. Elle est non pathogène. D'accord. C'est elle qui assure surtout la dissémination via les kystes qu'elle forme. Par contre, Entamoeba histolytica, la vraie, elle a ce potentiel de nuisance. Donc, dispar, propage, histolytica, attaque, potentiellement. C'est un peu ça, oui. Et ce qui est fascinant ici, c'est cette coexistence, le fait que les deux circulent. Intéressant. Alors, commençons par le scénario le plus courant, si j'ai bien compris. Le passager clandestin, le cycle non pathogène. Exactement. Tout commence quand on avale des kystes mûrs, Les kystes, c'est la forme résistante, c'est ça? qui survivent dehors. Tout à fait. Très résistantes, on les trouve dans l'eau ou sur des aliments contaminés par des matières fécales, hélas. Ok. Et après ingestion, Dans l'estomac, l'acidité commence à fragiliser la coque du kyste, puis plus loin, dans l'intestin, le kyste s'ouvre et libère des amibes actives. des amibes. Dangereuses. Non pas à ce stade. Elle se transforme en une forme qu'on appelle minuta. C'est la forme de base active, mais normalement inoffensive, Et elle fait quoi, cette forme minuta, dans notre intestin? si elle n'attaque pas. Elle vit tranquillement dans la lumière intestinale, c'est-à-dire au milieu, pas collée aux parois. Elle se nourrit de ce qu'elle trouve, des bactéries, des débris alimentaires, sans faire de dégâts donc. Voilà. La personne est alors ce qu'on appelle un porteur sain. Elle a le parasite, elle ne se sent pas malade, mais Elle peut le transmettre. comment? Exactement. Une partie de ces formes minuta va faire le chemin inverse. Elles vont s'enkyster à nouveau. Ah, elle reforme des kystes. Oui. Ces nouveaux kystes, très résistants, sont éliminés dans les selles. Et s'ils se retrouvent dans l'environnement, eh bien, le cycle recommence, ils peuvent contaminer quelqu'un d'autre. D'accord. C'est ce cycle qui assure la survie et la dissémination du parasite, même sans maladie visible. Précisément. C'est pour ça que l'hygiène est si cruciale. Mais alors, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, qu'est-ce qui fait que parfois ça dérape? Quand est-ce que cette forme minuta, normalement cool, devient méchante? Bonne question. C'est le point critique. On ne sait pas encore tout, mais dans certaines circonstances, ces minutas se transforment. Elle change. Oui, elles deviennent ce qu'on appelle la forme histolytica, ou forme hématophage. Littéralement, qui mange les tissus ou qui mange le sang. Ah oui, là ça devient agressif. Exactement. Elles acquièrent la capacité d'adhérer très fort à la paroi de l'intestin, puis de la détruire, de la liser. Et là, j'imagine, les symptômes apparaissent. La source parle de lésions assez spécifiques, non? Oui, tout à fait. Ça commence souvent par de petites érosions superficielles. Puis ça creuse, ça forme des ulcérations, des petits trous, qu'on décrit classiquement comme étant en coups d'ongle. En coup d'ongle. C'est imagé. Oui. Et si l'invasion continue, ces ulcérations peuvent s'agrandir en profondeur sous la muqueuse, formant des abcès plus larges. On parle alors d'abcès en bouton de chemise. Ok, je vois l'image. Et cliniquement, ça se traduit comment?
C'est là qu'on a la fameuse dysenterie amibienne, des douleurs au ventre et surtout des selles très fréquentes, glaireuses et souvent sanglantes. Bon, quelles sont ces certaines circonstances qui poussent l'amibe à attaquer? C'est nous, l'hôte, qui sommes plus faibles ou c'est l'amibe elle-même qui est différente? C'est souvent un mélange des deux en fait. Chez la personne infectée, plusieurs facteurs peuvent jouer. Un déséquilibre de la flore intestinale par exemple, Après des antibiotiques, par exemple? oui, ou une mauvaise alimentation, une malnutrition, une baisse de l'immunité aussi, ou d'autres maladies du côlon préexistantes. Tout ça peut fragiliser la barrière intestinale. D'accord. Des facteurs liés à l'hôte. Et côté parasites? Il y a aussi des facteurs liés à l'amibe elle-même. On sait que toutes les souches d'Entamoeba histolytica ne sont pas égales en virulence. Certaines sont plus agressives que d'autres? Exactement. Elles produisent plus ou moins d'enzymes qui leur permettent de digérer les tissus. La source mentionne la hyaluronidase, des protéases comme la trypsine, la pepsine. Ce sont comme des outils moléculaires pour creuser leur chemin. Ok. Donc un terrain favorable chez l'hôte et une souche d'amibe particulièrement virulente, le cocktail parfait pour la maladie. C'est souvent ça, oui. Une conjonction de facteurs. Et ça ne s'arrête pas toujours à l'intestin, c'est bien ça. Le parasite peut s'évader. Malheureusement, oui. Une fois que ces formes hématophages ont réussi à traverser la paroi de l'intestin, elles peuvent atteindre les petits vaisseaux sanguins. Et là, elle voyage dans le corps. Voilà, le courant sanguin peut les emmener ailleurs. La destination la plus fréquente, c'est le foie. Le foie. Pourquoi le foie? Parce que le sang qui vient de l'intestin passe directement par le foie via la veine porte. Si les amibes s'y arrêtent et s'y multiplient, elles peuvent créer un abcès amibien hépatique. C'est une complication grave. Et ailleurs que le foie, dis-moi non. Plus rarement, elles peuvent aller jusqu'au poumon ou même au cerveau. Ces formes extra-intestinales, qu'on appelle aussi amibiases viscérales, sont évidemment très sérieuses, potentiellement mortelles si non traitées. Ça fait froid dans le dos. Pour remettre ça en perspective, à l'échelle mondiale, le document dit que l'amibiase est partout, cosmopolite, mais surtout dans les zones tropicales, subtropicales, climat chaud et humide. Oui, les conditions favorisent la survie des kystes dans l'environnement. Et le chiffre qui m'a marqué, environ 10% de la population mondiale serait porteuse. C'est énorme. Oui, ce chiffre de 10%, même s'il est à prendre avec des pincettes car il inclut probablement beaucoup d'Entamoeba dispar non pathogènes, il reste colossal. 10%. Et ça montre bien l'ampleur du réservoir de parasites. Cette prévalence est directement liée aux conditions d'hygiène. La transmission, c'est oro-fécale, C'est-à-dire? par l'ingestion des kystes présents dans l'eau ou les aliments contaminés par des excréments humains. Donc l'accès à l'eau potable, le traitement des eaux usées, le lavage des mains, le lavage des crudités, tout ça est fondamental. Logique. Les régions où l'hygiène est précaire sont les plus touchées. Effectivement. Et ce qui est frappant, c'est que cette dissémination massive repose en grande partie sur l'immense population de porteurs sains, des gens qui n'ont aucun symptôme, mais qui excrètent des kystes. Donc, pour résumer, si on veut bien saisir l'amibiase, il faut voir ce double visage. Un parasite qui peut être juste là sans rien faire, Ou qui peut devenir un vrai danger. et tout ça dépend d'un équilibre très fin entre nous, notre environnement, notre état de santé, et puis les caractéristiques propres de l'amibe qu'on a rencontrées. C'est exactement ça. Une maladie complexe, vraiment. Alors, qu'est-ce que tout cela implique? Ça pose question, non? Absolument. Et ça nous laisse peut-être avec une dernière réflexion. Si on considère que peut-être une personne sur 10 dans le monde est porteuse, souvent sans le savoir, Oui. et que ce sont ces porteurs sains qui assurent l'essentiel de la transmission. Comment est-ce qu'on adapte les stratégies de santé publique? Comment on contrôle efficacement une maladie qui se propage de façon largement invisible? C'est un vrai défi. Comment cibler une prévention ou un dépistage quand la majorité des porteurs n'a aucun symptôme? Voilà, c'est une question majeure pour le contrôle de l'amibiase à l'échelle mondiale. Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à l'amibiase en se basant sur des notes de cours de pharmacie. L'idée, c'est de bien comprendre comment cette infection se manifeste et comment on arrive à poser le diagnostic. On va regarder ça de plus près. Exactement. On va explorer ensemble les différentes facettes de cette maladie. Parfois, elle prend des formes assez surprenantes et on verra comment le labo nous aide à confirmer tout ça. Alors, commençons par l'amibiase intestinale. La forme aiguë, qu'on appelle dysentrique. Fait intéressant, elle ne concernerait que 20% des cas. Oui, c'est pas la majorité en effet. Et quand ça se déclare, le début est souvent brutal.
Avec quels symptômes? Des douleurs abdominales assez typiques. On parle d'épreinte et de ténesme. En gros, des coliques, une fausse envie d'aller à la selle en permanence et une contraction douloureuse au niveau de l'anus. D'accord, et la diarrhée, elle est particulière aussi, non? Ah oui, très. C'est pas une diarrhée classique. On a des selles très fréquentes, parfois jusqu'à 20 par jour, mais quasiment sans matière fécale. C'est surtout du mucus glaireux et du sang. On appelle ça des crachats rectaux. Des crachats rectaux, c'est très visuel. Mais le point vraiment important et assez étonnant, c'est que l'état général reste bon et surtout, il n'y a pas de fièvre. Exactement. C'est ça qui est marquant. Des signes digestifs très bruyants, mais sans fièvre, sans altération majeure de l'état général. C'est lié à la forme active du parasite, la forme végétative, qui reste plutôt localisée à la paroi de l'intestin à ce stade. Et il y a une forme chronique aussi, j'ai vu ça, après un épisode aigu qui aurait été maltraité. Oui, une forme plus sournoise, avec une alternance de diarrhée, de constipation, des douleurs moins intenses mais persistantes, une perte d'appétit. C'est moins spectaculaire, mais ça peut durer. Mais le parasite ne reste pas toujours dans l'intestin, c'est ça le problème. Non, parfois, il migre. Il traverse la paroi intestinale, passe dans le sang et va s'installer ailleurs. C'est l'amibiase extra-intestinale, ou viscérale. Et là, la cible principale, c'est... Le foie, de très loin. Environ 80% des cas d'amibiose extra-intestinale touchent le foie. Ça commence souvent par une phase d'hépatite, une inflammation diffuse, puis ça peut évoluer vers un abcès, une poche de pus, quoi. Ah, et là, par contre, les symptômes sont très différents de la forme intestinale aiguë. Tout à fait. Là, on a typiquement un foie qui est gros, douloureux à la palpation, on parle d'hépatomégalie douloureuse, et surtout, La fièvre. Une grosse fièvre cette fois. oui, une fièvre élevée, souvent 39 degrés C, voire plus, et là, l'état général est très altéré. La personne se sent vraiment malade. Donc cette histoire de fièvre, c'est vraiment le jour et la nuit entre l'atteinte intestinale aiguë et l'atteinte hépatique. C'est un indice crucial, j'imagine. Un indice majeur, oui. Et il faut savoir que, même si c'est plus rare, le parasite peut aller se loger ailleurs. Poumons, plèvres, cerveau. D'accord, alors comment on confirme tout ça au laboratoire? Pour l'amibiase intestinale, on fait quoi? L'examen de base, c'est l'EPS, l'examen parasitologique des selles. Indispensable. Mais il y a des précautions à prendre, non? J'ai lu quelque chose sur la rapidité. Ah oui, c'est critique. D'abord, prélever avant de commencer un traitement. Ensuite, utiliser un pot propre, bien fermé. Et surtout, acheminer l'échantillon au labo très, très vite. Très vite, c'est-à-dire... Voilà, moins de 30 minutes, idéalement. Sinon, les formes végétatives, celles qui sont mobiles et qui causent la dysenterie, elles meurent. Elles se lisent. Elles sont très fragiles. D'accord. Et si on ne peut pas faire aussi vite? Alors, il faut absolument utiliser un liquide conservateur spécial, type MIF ou SAF, pour préserver les parasites. Et au labo, qu'est-ce qu'on cherche à voir? Dans un premier temps, l'examen direct au microscope, on cherche justement ces formes végétatives mobiles, surtout si on analyse les fameux crachats rectaux. On peut aussi voir des kystes qui sont les formes de résistance, plus rondes, immobiles. On utilise des colorations. Oui, on peut utiliser des colorants comme le Lugol ou faire des colorations permanentes type Heidenhain pour mieux voir la structure interne, les noyaux. Mais ça tue et immobilise les formes végétatives. Et surtout, point très important, il faut toujours faire un examen après concentration. C'est une technique pour concentrer les éléments parasitaires présents en faible quantité, surtout les kystes. C'est obligatoire, même si l'examen direct n'a rien montré. Et il faut répéter l'examen. Pourquoi? Oui, c'est recommandé, au moins 3 fois, à quelques jours d'intervalle. Parce que l'émission des parasites dans les selles n'est pas continue. Il y a ce qu'on appelle des phases coprologiquement muettes. Des jours sans parasites dans les selles, même si on est infecté. Exactement. Donc, multiplier les examens augmente les chances de tomber sur une phase d'émission. Et si la suspicion clinique est très forte, mais que les IOPS restent négatifs, on a d'autres options. Comme Lisa. La recherche d'antigènes parasitaires dans les selles par méthode ELISA, par exemple, ou même la recherche de l'ADN du parasite par PCR. C'est plus sensible. D'accord. Et maintenant, si on suspecte une amibiose viscérale au foie, par exemple, avec la fièvre et tout ça, l'examen des selles, ça sert encore? Non, là, ça ne sert plus à grand-chose, voire à rien. Les amibes ne sont plus dans l'intestin ou alors en quantité indétectable. Alors comment on fait? On ponctionne l'abcès? On peut le faire, oui. Mais même dans le pus de l'abcès hépatique, on ne trouve pas toujours le parasite lui-même, ou très peu. C'est assez paradoxal. Alors le diagnostic repose sur quoi? Essentiellement sur la sérologie.
c'est-à-dire la recherche d'anticorps spécifiques contre Entamoeba histolytica dans le sang du patient. Le corps a réagi à l'invasion et on détecte cette réaction immunitaire. Ah, d'accord. On ne cherche plus le parasite, mais la réaction du corps. C'est ça. On utilise des techniques comme l'immunofluorescence indirecte, l'hémagglutination ou l'ELISA sérologique. Ces tests sont généralement très positifs en cas d'amibiase hépatique. On peut aussi, si on a ponctionné l'abcès, chercher l'ADN du parasite dans le liquide de ponction par PCR. Ça, c'est très spécifique. Bon, si on résume, c'est fascinant comme un seul parasite peut donner des tableaux si différents. D'un côté, l'amibiase intestinale aiguë, la diarrhée avec mucus et sang, mais pas de fièvre, diagnostic, chercher le parasite dans les selles vite et plusieurs fois. C'est ça. Et de l'autre, l'amibiase hépatique, une grosse fièvre, le foie douloureux. Diagnostic, Exactement. Ça montre bien l'importance de connaître ces différentes formes cliniques pour orienter correctement le diagnostic. La biologie doit vraiment s'adapter à la clinique. Comprendre ça, c'est essentiel pour bien soigner les patients. tout à fait. Et ça nous laisse avec une question peut-être pour aller plus loin. Pourquoi cette différence si nette de fièvre? Qu'est-ce qui fait que l'invasion de l'intestin, même sévère, ne déclenche pas cette réaction fébrile systémique, alors que l'arrivée dans le foie, elle, provoque cette forte fièvre et cette altération générale? C'est une question intéressante sur la réponse de notre corps selon l'endroit où l'attaque a lieu. Une excellente question qui souligne la complexité des interactions entre l'hôte et le parasite. Ça mérite réflexion. Bienvenue. Aujourd'hui, on va faire une analyse un peu pointue sur l'amibiase. Oui, on se base sur des notes de cours destinées à de futurs pharmaciens. Exactement. Des documents du professeur Benaïssa pour l'année 2024-2025, si je me souviens bien. C'est ça. L'idée, c'est de voir ce qu'il faut retenir sur les traitements et aussi la prévention. Parfait. Alors, allons-y. Pour commencer, l'amibiase intestinale. Comment on la traite? Le document met en avant un médicament, non? Oui, le traitement de référence qui ressort, c'est le métronidazole, le Flagyl. C'est son nom commercial. D'accord. Flagyl. Et les dosages? Alors, pour l'adulte, c'est 1,5 à 2 grammes par jour. Et chez l'enfant, on est plutôt sur 30 à 40 mg par kilo par jour aussi. Mhm. Et ça dure combien de temps? C'est pas court, il faut compter 7 à 10 jours de traitement. Ah oui, quand même. C'est pas rien. Non, Et ça, c'est le traitement dit tissulaire. Il va agir dans la paroi de l'intestin. d'accord. Mais il y a d'autres options. Le document en parle. Oui, oui. Il mentionne d'autres molécules. Le tinidazole, par exemple, l'ornidazole ou le secnidazole. Et quel serait leur avantage? Leur intérêt potentiel, c'est une meilleure biodisponibilité. En gros, le corps l'absorbe mieux. Ah, d'accord. Donc peut-être plus efficace ou plus simple à prendre. Voilà, c'est l'idée. Moins de pertes, disons. Et il y a cette histoire de kyste aussi, non? C'est une forme particulière? Tout à fait. Les kystes, c'est la forme de résistance du parasite. Ils restent dans l'intestin et ils peuvent causer des rechutes ou être transmis. C'est pour ça qu'il faut un traitement spécifique. Et c'est quoi ce traitement spécifique pour les kystes? Alors là, on parle de traitement de contact ou luminal. Les notes citent la paromomycine ou l'iodoquinol. Iodoquinol et le dosage. Pour l'iodoquinol chez l'adulte, c'est 650 mg 3 fois par jour. Et attention, c'est pendant 20 jours. C'est assez long. Ah oui, 20 jours. C'est un traitement complémentaire, donc... Exactement, pour bien nettoyer l'intestin de ces formes résistantes. Et je lis aussi quelque chose sur une consolidation avec la nifuroxazide l'ersfuril. C'est après, tout ça. Oui, c'est présenté comme une étape possible pour bien finaliser le traitement local. 800 mg par jour pendant 6 à 8 jours cette fois. D'accord, donc une séquence tissulaire, contact et éventuellement consolidation. C'est un peu ça, oui. Et puis, il faut penser aux formes extra-intestinales. Justement, si l'infection sort de l'intestin, comme un abcès au foie, Alors, la base du traitement médicamenteux, elle reste similaire. La cure d'attaque et de consolidation, c'est le même principe. mais il peut y avoir autre chose. Oui, si l'abcès est bien formé, collecté, comme on dit, un drainage chirurgical peut être nécessaire pour vider la poche de pus, en fait. Logique. La chirurgie en plus, si besoin. Bon, maintenant, la question clé, comment on évite d'en arriver là? La prévention. D'abord au niveau collectif. Ah oui, la prévention collective, c'est vraiment fondamental. Ça passe d'abord par l'éducation sanitaire. Expliquer comment ça se transmet. Comprendre le problème, la base. Exactement. Et ensuite, il y a la lutte contre ce qu'on appelle le péril fécal. Le péril fécal, c'est-à-dire Concrètement, éviter que les matières fécales humaines contaminent l'environnement.
l'eau, la nourriture. Ce qui nous amène directement aux infrastructures, j'imagine? Absolument. Une bonne gestion des eaux usées, c'est crucial. Et puis, interdire l'utilisation d'engrais humains. C'est encore une pratique dans certains endroits et c'est très risqué. D'accord. Et autre chose au niveau collectif? Oui, un point très important. Le dépistage et le traitement des porteurs sains, les personnes qui ont le parasite sans être malades. Bah, c'est ça, ils excrètent des kystes et peuvent contaminer les autres sans le savoir. C'est critique pour ceux qui manipulent la nourriture. Ah oui, les cuisiniers, les boulangers, Exactement. C'est un enjeu de santé publique majeur. on voit bien l'impact. Et pour nous, individuellement, au quotidien, quelles précautions on peut prendre? Là, on est sur des gestes d'hygiène, assez simples mais vraiment efficaces. D'abord, le lavage des mains, rigoureux, avant de manger, avant de préparer, C'est le b.a.-ba, mais toujours bon à rappeler. toujours. Ensuite, bien laver les fruits et légumes crus, très soigneusement. Avec de l'eau propre, j'imagine. Oui, et d'ailleurs, concernant l'eau de boisson, si on n'est pas sûr, les notes mentionnent la désinfection, la javelisation, ajouter un peu d'eau de javel. D'accord, pour tous les éventuels kystes, voilà. Et enfin, deux derniers points. Lutter contre les mouches et les blattes qui peuvent transporter les kystes, Ah oui, les vecteurs passifs. c'est ça. Et toujours bien couvrir la nourriture pour la protéger. Des mesures de bon sens, finalement. Tout à fait, mais essentiel. Bon, si on essaie de synthétiser tout ça, qu'est-ce qu'on retient principalement de ces directives? Je dirais deux choses principales. D'un côté, des traitements médicamenteux clairs, le métronidol comme pilier, mais aussi des options pour les kystes et des alternatives. Oui. Et de l'autre côté, et c'est peut-être le plus important au fond, une prévention qui doit être double. Double. Des mesures collectives fortes qui touchent à l'hygiène publique, à l'assainissement, Les infrastructures, le dépistage, voilà. Et puis des gestes individuels d'hygiène rigoureux, chaque jour. c'est clair. Une approche sur deux fronts. Oui, et ce qui est intéressant, c'est de voir ce lien très direct, souligné dans ces notes, entre un geste personnel, comme se laver les mains, et la santé de toute une communauté. Nos comportements individuels ont un vrai impact collectif. Absolument, c'est très net pour ce genre d'infection, et ça m'amène d'ailleurs à une question pour aller plus loin. Oui, Quand on voit l'importance donnée à l'assainissement, à la gestion de l'eau, comment est-ce que les changements actuels, je pense à l'urbanisation galopante, aux impacts du changement climatique sur l'eau, comment tout ça pourrait remodeler les défis de l'amibiase demain, pour la transmission et pour la prévention? excellente question pour terminer cette analyse. Effectivement, de quoi réfléchir aux implications futures. Merci beaucoup. Merci à vous.